Les 8 hommes du capitaine Crebelier ont été largués dans le ciel du Sénégal à 8000 mètres d'altitude. Ils atterrissent à moins de 10 mètres les uns des autres. Comment s'est passé le vol, Emmanuel? Très bien. On est sur la zone prévue, tous ensemble. Donc je dirais que le début de mission commence bien, mais enfin c'est qu'une infime partie. Et puis des fois le plus dur reste à faire. Donc là l'intérêt c'est que tout le monde soit au même point, à côté du leader, donc celui qui est responsable de guider les types sur une zone qui permet d'imposer en toute sécurité. Parce que bien entendu, un seul élément blessé et puis c'est l'échec total. J'aurais tant de billes de 1000 balles que j'ai déjà regardé d'oreille, moi j'arrête de bosser. Hein. C'est bon, c'est clair. Non. Non, c'est pas fait. Commandant, il peut y avoir ordre de votre part de ne pas sauter si vous constatez quelque chose de là. Ah bah oui, parce que la santé des gens avant tout. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un problème ORL, on n'est pas là pour percer les oreilles. Hein. Mais ça veut dire que c'est éliminatoire? S'il y a un problème il y a plusieurs stades, si vous voulez. Dès qu'on franchit le stade 3, c'est une inaptitude au saut. Le commando, il faut quand même qu'il soit rustique. Il faut qu'il soit costaud, parce qu'on peut lui demander de vivre dans des conditions difficiles, dans des conditions exceptionnelles. Et puis quand il y a des accidents, je veux dire, c'est dramatique. Le jour où ils sont cassés, qu'est-ce qu'ils font? Ouvrir les bouteilles individuelles. Fermer les BI. Dégrafer les masques. Se déséquiper. Fermer les bouteilles collectives. Purger les détendeurs. Régler les altimètres moins 100. Et ensuite vous mettez l'affichage sur le blanc. Il faut que les vérifications soient faites avant le décollage, de façon que s'il y a un changement de matériel à le faire, qu'on puisse le faire. C'est pas en vol qu'on doit s'apercevoir que le matériel est défectueux, car la mission serait compromise puisque les temps d'oxygénation ne seraient pas optimum. On ne respirerait pas, par exemple, à 100% pendant un certain temps. Bon, là, je vérifie le cheminement. Les cordons, pour cela, qu'il n'y a rien qui l'obstrue. Ensuite, je passe par derrière. Je vérifie la fixation. Je vérifie la pression. La fixation de la BV sur le parachute et sur l'homme, qu'il soit correctement fixé pour qu'à l'ouverture, il n'y ait aucun incident. On va faire un vol au-dessus de 4000 mètres d'altitude, d'où la nécessité d'avoir un apport en oxygène. Pourquoi vous sautez à haute altitude? On applique le principe, plus on saute haut, plus on peut aller loin, donc plus on peut une plus longue distance. Plus on va monter, moins on va respirer d'oxygène. Donc le premier risque est un manque d'oxygène. Deuxième risque, la raréfaction de l'air va entraîner une désaturation, et cette désaturation va générer éventuellement la formation de petites bulles qui va être pathogène pour l'organisme. Troisième élément, à partir de 5000 mètres, il va avoir des contraintes thermiques dues au froid. Donc 3 éléments, le manque d'oxygène, la formation de bulles, le froid. Et tout ça dans une ambiance de stress, parce que les hommes sont là faits pour travailler en situation délicate. Le bon commando, c'est le bon père de famille. Il est marié. Oui, il ne faut pas que ça soit une tête brûlée. Surtout pas. Il faut que ça soit un monsieur normal. Avec ses affects, avec ses motivations. Puis je crois que notre première motivation, c'est le sens de la famille, et puis le métier aussi. Mais enfin, je crois que c'est surtout ça. Tu sais, quand ils passent la rampe, là, ils sont tous à 180-200, hein. Les battants du cœur? Ah ouais. Ce qui est normal. Vous avez une réaction de stress, une décharge d'adrénaline, ce qui est normal.
c'est ce qui fait le charme de notre métier. Et il y a les camarades qui disent on se shoot un petit peu d'adrénaline, c'est sûr. Emmanuel est commando de l'air, basé à Orléans. Avec les commandos marines de Lorient et les marsouins de Bayonne, il est à la disposition du commandement des opérations spéciales. Arrivés avant les autres militaires, comme au Kosovo, ils opèrent discrètement. La traque des criminels de guerre en Bosnie, c'est eux. On arrive toujours à trouver au dernier moment une petite zone dégagée pour poser en toute sécurité. Donc bien sûr, s'il y a beaucoup trop de vent, on va reculer pour atterrir convenablement. À chaque saut, on a des assistants. Ils nous aident à ramasser la voile et enlever tout ce qui peut traîner dans les suspentes et dans la voile. Vous vous rendez compte de la différence qu'il y a entre vous, vos GPS, votre électronique, votre machin, et eux, leur mode de vie, vous réalisez ça? Ah oui, tout à fait, oui. Mais ça fait des générations qui vivent comme ça. C'est bien ça, tu me le donnes. Tu m'as jamais fait de cadeau, toi. Tu m'as jamais fait de cadeau, toi. Tu me le donnes. Donne-lui des cadeaux. Pour les oiseaux. Ça, c'est pour les oiseaux, ça. Oui. Si tu me le prêtes, je te fais le cadeau, d'accord? Oui. Après, je te le rends. C'est un outil de force spéciale, ça, non? Un outil de travail de force spéciale. Ah oui, ça c'est vraiment l'arme sans signature. Voilà. C'est l'arme du futur, ça. Les campagnes d'entraînement du COS sont aussi l'occasion de tester de nouveaux matériels. Il remonte quand même, on dirait encore. Hein. Ouais, non, mais ça fait rien, laisse-le faire. T'as de la marge pour revenir. Il est bien, là, il est bien positionné. Là. Commandant, qu'est-ce que c'est que ce colis? Alors, c'est un colis autoguidé, c'est-à-dire qu'il est capable de rejoindre un commando au sol ou tout seul de rejoindre un point qu'on a préprogrammé. Alors, vous comprenez bien tout l'intérêt que ça représente pour nous, force spéciale, c'est-à-dire qu'on peut recevoir à tout moment des vivres, des batteries ou du matériel nécessaire à l'accomplissement de notre mission. Avec quelle précision? De l'ordre de 100 à 200 mètres. Le principal, c'est que maintenant, pour être efficace sur le terrain, c'est fini le travail avec le sac de couchage, avec la petite boîte de ration, etc. Pour être efficace sur le terrain, il faut des ordinateurs, il faut des moyens de transmission performants, des appareils photo performants. Donc tout ça, c'est du poids. Donc il faut pouvoir être livré discrètement, furtivement, et l'idéal, c'est ça. Les forces spéciales changent. Le temps des postures viriles s'estompe. On apercevra de plus en plus de femmes dans des opérations à haut risque. Moi, je m'occupe du matériel radio des commandos marines. Donc, si vous voulez, quand ils partent aux missions, ils viennent me chercher du matériel. Vous vivez avec un commando marine? Oui. Vous imaginez une vie familiale possible avec un commando marine? Oui. Des enfants? Aussi, oui. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui sont mariés, qui ont des enfants, mais je pense qu'il faut faire... je sais pas si on peut appeler ça des concessions, mais je pense qu'il faut respecter le métier de l'autre. Vous voyez des filles, dans un avenir proche, intégrer les commandos marines? Oui. Pourquoi pas? Il y a des femmes qui ont le potentiel de faire ce qu'on peut faire. Ensuite, le mec peut être vite insupportable si d'un coup commence un peu à cogiter sur ce qui se passe à l'extérieur parce que peut-être qu'il a des petits problèmes ou quoi. Si une femme ça fait son travail, elle peut être capable de le faire.